soir, je vais vous parler des PWA, parce que c'est un sujet dont beaucoup... Oui, c'est généré par l'IA, exactement. Bah ouais, parce que je suis une grosse feignasse. Et qu'il le fait très très bien. C'est avec Mistral, en fait, que j'ai fait ça. Et je l'ai fait vite fait, parce qu'avant, j'avais mis une licorne avec des yeux qui crachaient du feu, avec un chat dessus, un pistolet. Je me suis dit que c'était peut-être trop agressif pour arriver comme ça avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, je vais vous parler des PWA et je vais vous faire un retour d'expérience parce que on a mis en production une PWA et donc qui était à la base une application native et qu'on a réécrit en PWA. Et évidemment, il y a eu plein de choses d'apprentissage qui ont été dessus parce que on avait déjà fait des POC dans ma société, mais jamais de PWA. Oula. On recommence. Tac. Donc moi, je suis Mathieu Lallemand, je suis AMOA et MOE chez NCI, donc qui est une société de développement de logiciels, services informatiques, éditeurs de logiciels, etc., dans la région. Et donc la MOA et MOE, donc la MOA, c'est tout ce qui va être accompagnement du client pour définir son besoin, rédiger un vrai cahier des charges avec des vraies maquettes, des choses qui ressemblent à quelque chose qu'on peut développer. Et MOE, qui est toute la partie qui va consister à développer le logiciel qu'on a designé. Et donc passer de l'idée jusqu'à la réalisation du logiciel. Donc j'ai mis un LinkedIn, tout ça c'est toutes les passions que j'ai autour, n'est-ce pas, et le portfolio. Donc je suis très fan de tout ce qui est agilité, logiciel libre évidemment, de la domotique, de l'électronique, de l'impression 3D. Et puis j'ai fait pas mal d'Oktoberfest, je ne l'ai pas fait cette année parce que j'avais autre chose sur le feu. Mais en général j'aime bien le camp-camp, la guitare, les games, etc. Mais parlons du sujet, les PWA. Alors déjà, est-ce que tout le monde connaît le terme PWA? Pas du tout. Qui connaît? Oh, d'accord, ok, donc toute la salle vient de lever... je me suis embêté à faire une slide, donc je vais la passer quand même vite. Donc l'idée d'une PWA, c'est d'avoir une application web qui ressemble énormément à une application native, et donc qui combine des fonctionnalités avancées qu'on peut retrouver sur les applications mobiles, mais qui sont exécutées à travers un navigateur. Donc pour un développeur web, c'est un petit peu le paradis, c'est je vais réussir à faire des applications avec mon navigateur. Donc je passe vite si tout le monde sait ce que c'est qu'une PWA sur ce que ça peut faire. L'idée c'est que les principaux mots-clés c'est offline, on peut la faire fonctionner en dehors de tout réseau. Ça ressemble à une application et ça s'adapte un petit peu, ça peut s'installer sur le device et ça s'adapte un petit peu à toutes les tailles d'écran. Pourquoi une PWA? Donc là, c'est un lien de Microsoft qui parle des PWA. On ne s'attendait pas à voir Microsoft sur des PWA, mais si. Donc déjà, pourquoi? Déjà, le web, c'est une plateforme de masse. Ça a une capacité à délivrer un contenu identique sur des devices et des OS différents. Et on le délivre avec une URL, ce contenu. Donc c'est quand même très intéressant. Donc ça en fait la plus grosse plateforme de distribution au monde, le web, avant même les plateformes le Google Store, l'Apple Store et le Google Play. Je sais plus. L'accès est instantané, donc il n'y a pas besoin de s'inscrire ou quoi que ce soit. Et il faut bien retenir que le navigateur web, c'est le type d'application la plus utilisée au monde. Sur un PC, c'est 60% du temps d'utilisation, c'est dans le navigateur web. Peut-être pas pour le développeur qui va passer plus de temps, évidemment, sur son environnement de développement, mais pour un utilisateur lambda, c'est vraiment l'application qui va principalement utiliser. Donc ça en fait quelque chose de très intéressant. Et du coup, pourquoi les stores? Donc la PWA aussi, concrètement, comment ça se développe? Donc pour ceux qui n'ont jamais développé de PWA, c'est tout simplement on met le device qu'on connecte au PC en mode développeur. On a notre code qui est donc sur... c'est Visual Studio, mais je pense que sur n'importe quoi ça marche, un éditeur de texte. Pas Notepad, mais un éditeur de texte. Ensuite, on va utiliser donc un navigateur pour faire un port forwarding entre notre PC et le device. Donc sous Chrome, il suffit d'aller sur cette URL-là et on voit les devices USB qui sont connectés. Et donc on a juste à dire, je vais faire suivre tel port de ma machine sur le device. Ensuite, on peut avoir une preview, donc que ça soit sur le PC, mais aussi sur le device, on a exactement la même chose. Et ce qui est un peu génial, c'est qu'on a le developer tool du device qui s'affiche sur le PC.
Donc on est en train de développer un site internet quelque part, mais directement sur un device, et on peut voir exactement ce que ça donne en termes de look and feel directement sur le device. Pour ceux qui ont déjà fait du développement Android ou Swift, on passe forcément souvent par une étape de compilation qui est un petit peu laborieuse avant d'avoir ce retour sur qu'est-ce que ça donne sur l'émulateur. Là, le gros avantage de la PWA, c'est comme c'est du site web, quelque part, on a directement le look and feel qui est fait. Alors là, sur l'exemple que je prends, je suis dans le navigateur, parce que j'ai fait ça vite fait pour le CanCamp. Dans la réalité, on démarre une PWA, on l'installe sur le device avec un localhost en fait, et après, on a vraiment le look and feel de l'application, comme si on développait l'application en interne dessus, quoi. Donc en termes d'itération de code et de développement sur ce que ça va donner au final, on gagne énormément de temps à faire des PWA. Donc voilà l'environnement de développement un peu standard, à quoi ça ressemble, quoi. Donc si vous faites déjà du développement web, vous serez comme à la maison sur du développement PWA. Alors pourquoi une PWA plutôt qu'une app native? Donc déjà, il n'y a pas de dépendance avec l'OS. Vous n'êtes pas dépendant de fait de développer sur Android ou de développer sur iOS. Vous développez pour des navigateurs, ce qui vous met un petit peu... on va voir qu'après, c'est un peu pas tout à fait vrai, mais il y a très peu de dépendance. Donc, il n'y a pas de dépendance forte. Il n'y a pas de validation dans les stores. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais nous qui réalisons beaucoup d'applications sur mesure, les clients n'ont pas vocation à être sur les stores. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour être massivement déployé. Donc, la validation des stores, c'est quelque chose qui coûte de l'argent aux clients. C'est-à-dire que quand on prend du temps, nous, pour compiler l'APK, le déployer sur le store, le valider et le pousser en prod, tout ce temps-là, en fait, on le fait payer au client. Et pour lui, ça n'a pas de valeur, en fait, ce temps-là. Donc ça s'installe à partir d'une URL, juste un QR code. Donc ça veut dire que le client il est complètement autonome pour le tester sur n'importe quel device. Et gros avantage aussi, on a eu pas mal de problèmes sur les applications Android qui étaient sur des terminaux durcis, c'est-à-dire des terminaux où on a restreint ce qu'on pouvait installer, ce qu'on pouvait faire. Là, sur la PWA, comme c'est juste un lien Internet, vous avez juste à aller sur le lien et ça s'installe même si le device, il n'y a pas autorisation d'installer les applications. Étant donné qu'une PWA, ça s'exécute à travers un navigateur, si le navigateur est déjà installé, vous n'aurez pas de problème d'installer des applications qui s'exécutent à travers un navigateur. Ça ne prend pas beaucoup d'espace disque, c'est quelques kilos à quelques MO, ça dépend ce que vous faites avec votre application et ce que vous mettez dedans. J'ai vu qu'on pouvait... je ne sais plus qui... Non, c'est Jérémy, c'est mon autre alternant, c'est pas toi. Mais du coup, qui a testé l'exécution de moteurs d'IA directement en front, et qui marchait pas trop mal. Donc forcément, si vous envoyez votre modèle de machine learning dans la PWA, ça prend un petit peu plus de place, mais ça marche quand même. Ça dispose d'une base de données embarquée, qui est l'index7db. C'est en fait on va dire un MongoDB du pauvre, qui tourne directement dans le navigateur, mais ça fait quand même pas mal le taf. Il y a un système de cache qui fonctionne à travers du cache API et du service worker, qui est plutôt efficace. Et puis, ça utilise les technos du web. Pas de temps de compilation, je le disais. Donc, ça veut dire qu'entre le moment où vous faites votre dev et le moment où vous le voyez à l'écran, il n'y en a pas. Et on peut debug sur le device en temps réel. Ça permet aussi d'avoir une seule codebase. Si votre application, en fait, c'est aussi un site internet, et en fait, vous n'avez qu'une seule application, donc une seule codebase, ce qui est quand même plutôt sympa. Les performances, alors c'est pas foufou, hein, on est d'accord, on est quand même à travers un navigateur donc, qui tourne sur un device qui n'est pas forcément, c'est pas forcément un iPhone ou le dernier Samsung, donc c'est pas forcément le mieux en termes de perf. Par contre, pour des applications toutes simples, c'est largement suffisant. Récemment, il y a plein de choses qui ont été ajoutées, l'accès de l'USB, le Bluetooth. Enfin, toutes ces petites choses-là qui n'étaient pas disponibles il y a déjà 5 ou 6 ans quand j'ai commencé à regarder les PWA, peut-être un peu plus d'ailleurs. Mais en tout cas, maintenant, c'est dessus. Je suis en train, de titre perso, de coder un truc qui contrôle en MIDI un ampli. Ça se fait. Voilà, ça se fait. Donc le site de référence sur la PWA, c'est PWA Today, qui dit un petit peu tout ce qu'on peut faire avec une PWA. Alors ce qui est intéressant sur ce truc-là, c'est d'y aller avec le device, parce que ça va te permettre de valider que ça fonctionne bien, parce que tous les navigateurs ne supportent pas tout ce qui est possible aujourd'hui dans les PWA. Les trucs qui marchent bien, il y a l'installation, le offline, ça je l'ai vu partout. Tout ce qui est notification, géolocalisation, c'est assez vieux, donc ça fonctionne bien. Background 5 API, ça dépend du navigateur.
coup comme le face detection, donc détection de visage directement dans l'image, c'est-à-dire sans passer par une librairie tierce, c'est directement intégré dans le navigateur. Tout comme le code barre détection, ça marche pas non plus sur tous les OS, mais alors quand ça marche, notamment chez Samsung, ça marche de fou, quoi. C'est, comparé à n'importe quoi, même en natif, je trouve que ça marche mieux. Donc ça, nous qui faisons beaucoup de lecture de code barre, c'est un truc qu'on aime bien. Donc c'est natif, hein, je le dis encore, c'est dans le navigateur qu'il y a le truc, on rajoute rien, il n'y a pas de librairie qui est rajoutée. Le NFC pareil, et donc des trucs qui viennent de sortir, qui ne sont pas supportés partout, c'est tout ce qui est réalité augmentée et le paiement directement via du code front. Ça, j'ai pas testé, mais voilà, ils disent que ça fonctionne. Les sites, donc, What Can PWA Do Today et What Web Can Do Today, parce qu'en fait, on reste sur des techno-web. Et nous qui sommes dans un environnement Vue.js, il y a le Vue.use qui fait un petit peu aussi le café à ce niveau-là. Donc tous ces trucs-là, en fait, fonctionnent dans les PWA et fonctionnent bien. Comme c'est un retour d'expérience, je vais vous donner un petit peu de contexte sur la PWA qu'on a réécrite et le contexte du client. Donc on a racheté une société, NCI, qui avait cette application native en production, qui était la V1. C'était une application native, entre guillemets, et elle avait été créée avec Xamarin en C#. Voilà. Donc, tout comme vous pourriez utiliser, je sais pas, ces React natifs pour faire votre application et avoir une application native, là, ils avaient fait ça avec C# et Xamarin. C'est pas fou. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est pas fou. Donc, le contrat d'évolution de l'application avait été signé quand on a racheté la société, et les développeurs qui avaient fait cette version 1 étaient partis de la société qu'on a rachetée. Quand on a essayé de la recompiler sur la dernière version d'Android, qui était la version 11 à l'époque, évidemment, ça ne fonctionnait pas, parce que les gens ne l'avaient pas maintenu à jour, donc une bonne dette technique, et les améliorations qui avaient été demandées par le client n'étaient pas réalisables avec Xamarin. Il y avait toute une histoire de drag and drop hyper complexe, et en Xamarin, en fait, il n'y avait pas le composant, et donc il fallait redévelopper le composant, sauf que les personnes qui étaient là n'étaient pas capables de le redévelopper, enfin, un petit peu compliqué. Sur le hardware, on était sur des Samsung ActiveTab 2, donc c'est des tablettes un petit peu durcies, qui étaient sorties en 2018. Donc on était en 2022 quand on a repris l'application. Donc elles avaient 4 ans, le client souhaitait conserver ses tablettes, donc ça c'était plutôt cool. Par contre, elles étaient en Android 7. Donc bon, c'était moins cool. Lui voulait continuer à acheter lui-même ses tablettes, c'est-à-dire que quand ça ne marchait pas, il voulait aller à Carrefour, acheter une tablette et puis que ça marche. Voilà. Et ils avaient une utilisation intensive de tous les petits trucs qu'il y avait autour de la tablette, notamment le presse-papier Google. J'ai découvert qu'il faisait des miracles, ce presse-papier. Voilà. Et les applications, elles étaient installées à la main, ils désactivaient les stores, ils installaient plein de trucs, des librairies, etc., qu'il fallait mettre à la main. Enfin, toute la procédure d'installation était assez complexe. La signature des documents, c'est une application qui signe, c'était fait via Adobe Acrobat. On espère que ça reste gratuit parce que sinon on va avoir des problèmes. Les documents, c'était des Word qui étaient envoyés sur la tablette, qui consultaient directement en Word. Bref, dans les évolutions, il y avait un drag and drop qui était compliqué, voire impossible à mettre en place avec Xamarin. Et pour bien faire, le développeur à qui on avait confié quand on a racheté l'évolution de ce truc-là a quitté la société aussi. Et donc on s'est retrouvé un petit peu tout seul avec pas de ressources. Et je ne vous parle même pas quand on a regardé comment était fait le code d'authentification. Enfin, je vais vous en parler juste là. L'application, donc Xamarin, il y avait une route qui était sur le back-end qui téléchargeait en clair le fichier, le listing de tous les utilisateurs et tous les mots de passe, pour après vérifier si le login et le mot de passe qui avait été tapé étaient bons. Voilà, donc, mais ça on le découvre évidemment quand vous rachetez une société, vous achetez de la dette technique aussi, quoi. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer, n'est-ce pas? On se dit, mais là, on est vraiment c'est vraiment idéal comme reprise de projet, on est très très bien. Donc moi, forcément, on me demande qu'est-ce qu'on fait. Je dis, déjà, on peut peut-être arrêter le projet. La direction me dit, non, on ne va pas le faire, il faut continuer, très bien. Peut-être on va embaucher des développeurs C#, et la direction me dit, non, on ne va pas le faire. Bon, débrouille-toi avec ça. Donc on dit, on va le reprendre, et puis déjà, on va refaire toute l'application, parce que le back-end était aussi mal fait que... Enfin, mal fait, c'est pas que c'était mal fait, mais c'était fait en version, on ne sait pas trop comment coder, donc on va le faire comme ça. Et puis si ça marche, déjà, ça sera bien.
Donc là, on se dit, on a une solution, c'est de faire des PWA, mais c'est vrai qu'on avait, même si on avait fait plusieurs POC qui avaient validé plein de choses, on n'avait jamais vraiment poussé ça en production. Le client, on devait lui livrer le programme, et puis en fait, on dépassait les délais de 2 mois, et on est allé le voir en lui disant, on est désolé, mais on ne va pas pouvoir le faire, donc ce qu'on vous propose, c'est de tout casser et de tout refaire. Donc, le client, quand vous lui dites ça, en général, il n'est pas content. Et voilà. Donc la structure sur laquelle on est reparti. Donc le back-end, on est parti sur du Laravel. Le front, voilà, notre carré gagnant. Vue 3, composition API, script setup, les stores en Pinia, le layout avec Tailwind, les composants avec PrimeVue. Et puis, comme on partait sur une PWA, on a pris des choses pour simplifier. C'est-à-dire que PWA, vous pouvez le faire en mode vanilla à la main, qui est très bien pour apprendre. Après, quand vous voulez aller vite, parce que vous avez un client sur le dos qui n'est pas tout à fait d'accord pour que vous preniez votre temps, on a pris des choses pour aller plus vite. Donc, on savait qu'on allait avoir besoin d'accéder à IndexedDB, qu'on allait avoir besoin de Vite PWA pour gérer tout ce qui va être installation et mise à jour, et puis Vueuse pour simplifier aussi pas mal de choses, on va dire détection de réseau, etc. Ce que fait l'application, j'ai pas de slide là-dessus. Voilà, c'est des gens qui vont faire, en gros, si je veux simplifier, ils vont détecter des non-conformités dans des bâtiments pour des compagnies d'assurance. Voilà. Donc, ils vont dans les bâtiments, ils prennent des photos, ils font un rapport. Ce rapport-là, ensuite, est envoyé à l'assurance qui va décider de ce qu'elle fait. Donc, les gens sont des fois dans des caves, des fois dans des zones où il n'y a pas Internet, doivent prendre des photos, doivent constituer des dossiers, doivent les renvoyer. Ces gens-là sont disséminés partout dans la France. Voilà. Et donc, forcément, on n'a pas accès aux tablettes des gens. On ne peut pas aller facilement les mettre à jour. Les dépanner, c'est compliqué. Ils ont des horaires qui sont des fois particuliers. Enfin, voilà, on est dans tout qui va bien pour faire une livraison sereine. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place des suivis d'erreurs via Sentry et via Grafana pour remonter un petit peu le use. Ouais, t'es là, toi. Voilà. Les libs PWA, ce qui fait un peu la magie du truc. Donc, Vite PWA, c'est vraiment génial si vous êtes en environnement... Enfin, ça marche avec tous les frameworks Vue Angular, Vue.js, mais c'est vraiment très bien si vous voulez commencer dans le monde des PWA sans avoir toute la complexité qu'il va y avoir pour gérer le offline, par exemple, la mise en cache, tout ce qui est nouveau contenu, la mise à jour des applications. C'est-à-dire qu'on peut très bien le faire à la main, il n'y a pas de problème, ça marchera, enfin, vous pourrez avoir une granularité de fou avec ça. Mais si vous voulez juste vous dire, j'ai une application web et je veux la passer en PWA, vous installez ça et ça fait vraiment le café. Le truc le plus important, c'est vraiment la détection, donc le service worker qui va détecter en fait qu'il y a un nouveau contenu et qui va s'insérer entre les appels Axio, ce que vous pourriez faire par exemple, et votre contenu, vraiment. Et vous allez pouvoir donc faire tout ce qui est mise en cache via le service worker. Vite PWA, il gère ça de façon très intelligente et assez facile à ajuster à votre besoin. Et par défaut, il fournit un mode de service worker où il nous dit juste, tiens, il y a un nouveau contenu, est-ce qu'on met l'application à jour? Oui, non. Ce qu'on veut en fait en tant que développeur, parce qu'on ne veut pas se prendre la tête à essayer de dire ah oui, alors attends, comment je détecte qu'il y a un nouveau contenu, est-ce que celui-là je le passe ou pas, etc. Qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je fais pour que mon application soit au courant qu'il y a un nouveau contenu, comment je fais pour mettre à jour mon application. Donc tout ça, quand on le fait en mode vanille, c'est des choses qu'il faut arriver à adresser. Quand on utilise Vite PWA, ça glisse tout seul. Donc ça permet de gagner du temps sur la mise en place des éléments. On reste assez proche des déclarations de code vanille. Donc si vous avez mis déjà en place des PWA, vous n'allez pas être perdu en utilisant Vite PWA. Et le service worker est suffisamment fonctionnel et largement suffisant. Très clairement, là, on a le fichier de config de Vite PWA, donc c'est au travers de Vite.js qu'on l'utilise. Et on va utiliser donc une déclaration de Vite PWA. On va lui dire, tiens, voilà les assets que je veux que tu mettes en cache, et donc qu'ils soient disponibles en mode offline. Pour les gens, et on va avoir le manifeste PWA qui permet de déterminer en fait comment l'application va se construire, notamment quel va être son nom sous terme d'icône, quel va être le fond d'écran, la couleur du fond d'écran quand l'application va se lancer, quels vont être les logos d'application sur l'icône, et aussi quand elle se lance, quelle permission on a besoin, l'orientation qu'on veut, parce qu'on peut
contraindre une orientation, ce qui nous intéressait bien parce que les gens bougeaient la tablette un peu dans tous les sens. Si votre navigateur change d'orientation tout le temps, ça peut être très déstabilisant pour l'utilisateur. Donc là, on lui dit tu restes en portrait, et du coup, il reste en portrait. C'est là aussi qu'on dit le display standalone, pour lui dire je ne veux juste que la petite barre avec est-ce que je suis connecté au réseau, quelle est l'heure et la batterie. Ou on peut le mettre directement en full screen, où là, on cache tout l'écran. Donc ça, c'est hyper simple comme déclaration, et ça nous permet vraiment de gagner du temps. La deuxième libre qu'on a utilisée, c'est Dexy. Dexy, c'est un wrapper autour d'Index7DB. C'est simplement pour rendre Index7DB un petit peu moins, un petit peu moins rugueux. Parce que si on prend le code ici pour Index7DB, qui est du code vanille, en Dexy, ça fait 2 lignes. Donc en termes de développement, on va gagner du temps. On se retrouve sur un petit peu ce qu'on peut retrouver dans les ORM. Si vous utilisez des ORM via votre framework backend, vous ne serez pas perdu parce que ça ressemble énormément à ce qu'on pourrait retrouver dans certains backends, notamment ceux de Adonis.js, je crois, qui ressemblent un petit peu à ça. Voilà. Et l'autre option qui tue, moi je trouve, c'est qu'on peut utiliser un observable sur nos données qui sont stockées dans l'index7DB. Ce que fait ce bout de code là, en gros, c'est que quand vous allez ajouter donc, un ami, il va s'ajouter dans l'index7DB, mais comme l'index7DB est mis en mode observable, vous allez pouvoir avoir la mise à jour directement de votre liste d'index7DB directement dans votre interface. En gros, ça vient mettre de la réactivité dans l'index7DB. Donc pour des trucs qui sont un peu temps réel, sur lesquels on a besoin d'avoir du cache, je prends par exemple des conversations Teams, si demain vous voulez réécrire Teams ou Slack, vous avez sans doute envie qu'il y ait du temps réel, mais qu'aussi vous ayez quelque part énormément de données en cache pour pouvoir, au moment où vous réaffichez l'application, vous ne soyez pas en train de faire une recherche back-end sur tout ce qui s'est passé, quoi. Vous pouvez directement rouvrir et charger uniquement la différence de ce qui se passe. Là, du coup, avec ce système-là, c'est possible. Donc ça, c'est très cool. Les structures, les migrations, ça se définit assez simplement. La définition de la structure en Dexy. On va dire, là on ne définit pas tous les champs, on est dans un truc NoSQL, donc ça veut dire que là, sur la table friend par exemple, la collection friend, on va définir un ID qui va être un auto-incrément, un name, un age, mais on pourrait rajouter plein d'autres trucs derrière. Le truc, c'est que name et age vont être indexés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des recherches sur l'ID, le name et l'age, pas sur les autres champs qu'on pourrait injecter dedans. OK ? Donc clairement, on a aussi dans le navigateur quelque chose qui nous permet de requêter tout ça, de voir comment ça se passe. Et donc encore une fois, le navigateur, le DevTool du navigateur, c'est trop bien. Parce qu'on a vraiment du debug quasi temps réel de ce qu'il y a dans le device. Les migrations, donc les montées de version, ça se passe plus ou moins bien. Il y a pour des Dexy inférieurs à 3, on est obligé de garder les anciennes versions. Sur les versions suivantes, on n'est plus obligé, on peut dire juste la version dont on a besoin. Clairement, on n'y touche pas trop parce qu'on a eu pas mal, on va le voir après, de problèmes avec Dexy et les montées de version, notamment qui nous a pété toute la base de données sur les tablettes en prod. Et donc, par convention, on a décidé de ne pas rajouter de champ en Dexy, de ne pas supprimer de champ, pardon, en Dexy. Parce que quand on supprime un champ, il n'aime pas ça du tout. Ce qui s'est bien passé. L'installation de l'application, génial. On a fait des QR codes. Les gens qui interviennent ont scanné le QR code. Ils ont ensuite, donc là je ne l'ai pas mis, mais souvent quand c'est la première fois qu'ils voient le site, ils proposent est-ce que vous voulez l'ajouter à votre écran. On fait ajouter. On a donc une analyse de l'application. Là c'est par Google Play Protect qui, alors c'était pas vrai il y a encore quelques mois, mais maintenant fait une analyse des PWA. Et il dit si c'est OK, vous pouvez l'installer. Et donc, vous vous retrouvez avec des applications qui sont installées directement à travers toutes les applications vos applications standards. Alors, sur les anciennes versions d'Android sur Samsung, ils mettaient sur quel navigateur avait été installée la PWA, parce qu'encore une fois, la PWA tourne à travers un navigateur. Maintenant, il ne le fait plus. Donc, ça ressemble vraiment, vraiment à une application. Le démarrage et le full screen, ça marche nickel. Donc là, on dit le thème et puis comment ça doit démarrer, le display, le portrait. Quand on lance la PWA, on a le logo qui s'affiche avec le nom de l'application. Donc application, si vous l'appelez Toto l'application, ça sera lancement de Toto. Et puis l'application est lancée.
Et donc après, vous rentrez dans un champ, vous retrouvez exactement les mêmes comportements qu'un navigateur, à ceci près que vous voyez, vous n'avez plus le bandeau en haut. Et donc ça, ça libère pas mal d'écran, et en plus, ça donne vraiment l'impression d'être sur une application. L'intégration de l'appareil photo, parce que donc on prend des photos dans cette application-là, c'est vraiment très très bien. On a un champ capture qui permet de définir si on veut prendre la caméra arrière ou la caméra avant. D'accord, donc la caméra user ou environnement. Par défaut, c'est environnement. Et ça se passe très très bien. La compression d'image aussi, ça s'est très bien passé, parce que forcément, les images ramenées par l'appareil photo sont énormes. Et comme on doit tout envoyer à distance, on ne peut pas envoyer beaucoup. Donc on a fixé ça à un format HD. Et ça se passe très très bien. Et pour la compression, on fait un data to URL. Donc c'est ce qu'il y a derrière la fonction canvas to base 64 JPEG. En fait, derrière cette fonction-là, il y a un data URL qui fait la compression et qui met ça sous forme de base 64. Voilà. Et clairement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a stocké les bases 64 dans l'index7db. Comme ça, c'était fait. Mais je vais vous dire pourquoi après, on a été obligé de faire comme ça. La détection du réseau, le mode offline, nickel. Donc vous pouvez le faire en mode vanille avec des objets navigateurs, c'est Navigator Connection, dans lequel il y a tout déjà. Mais si, comme nous, vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez faire le Use Network de VueUse, qui va vous donner, depuis la dernière fois qu'il était online sous forme de timestamp, à quelle vitesse il va télécharger, donc le downlink, quel est le type de connexion qu'il a, et ce qui peut être hyper intéressant quand vous voulez émettre de la data. C'est-à-dire que vous allez pouvoir détecter si le device il est en 3G ou en 4G grâce à ça, et vous dire, OK, en 3G, je vais peut-être pas le faire, je vais attendre qu'il soit en 4G parce que je sais que j'ai une quantité de data qui est, qui est volumineuse à envoyer et qu'en 3G, en fait, je vais juste planter le transfert. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et le RTT, en fait, c'est un petit peu son ping, c'est le temps qu'il met pour accéder au serveur. Donc là encore, on a des informations intéressantes qu'on va pouvoir adresser en termes de code pour pouvoir savoir si on envoie ou pas la data. Tout ça, ça marche nickel. La gestion des assets, parfait. Donc on a deux façons de le faire. Donc les assets, on peut les intégrer donc, sous forme de PNG, de SVG, dans l'include asset de vite PWA. Mais ça peut être quand même assez compliqué quand vous avez un nombre d'assets important. Nous, on a choisi une autre approche qui est de faire des composants vus sur les assets, ce qui nous permettait de redimensionner les assets comme on voulait très facilement, de changer leur couleur. Et on a utilisé du SVG pour ça. Voilà. Donc on a fait un composant icône, et ce composant icône étant du code, il est automatiquement intégré aux assets quand on fait la compilation avec Vite. Les mises à jour d'application, c'était du régal, évidemment, parce qu'on était sur avec Vite PWA. Donc on a fait juste un petit bouton qui nous permet de dire mettre l'application à jour, et qui va détecter via le need refresh, qui est donné par register SW, qui est donné par Vite PWA, qui détecte en fait si la version sur la tablette est différente de la version en ligne, et qui va dire à l'utilisateur, quand tu cliques sur le bouton, je vais la mettre à jour. C'était intéressant pour nous de pas justement, de le faire comme ça, parce que les gens sont peut-être en intervention, sont peut-être en train de rédiger un rapport, et ce qu'ils veulent en fait, c'est terminer ce qu'ils sont en train de faire avant de mettre à jour. Donc de pouvoir, parce qu'on peut aussi forcer la mise à jour en PWA, d'avoir ce système-là, ça permettait de s'assurer que les gens en fait aient le temps de terminer ce qu'ils étaient en train de faire. Et donc voilà, l'update application, c'est juste, vas-y, mets à jour le service worker, et une fois que c'est fait, c'est bon. Donc tout ça, ça marche très bien. Les performances ressenties. Alors, par rapport à la V1, les gens ont trouvé ça plus intuitif, ce qui est normal, c'est parce qu'on était sur des normes du web et pas des normes qu'on peut retrouver sur Android, donc les gens ont plus l'habitude. Plus rapide visuellement, c'est-à-dire que vraiment, ils ont eu une impression que c'était plus fluide, mais bon, je pense que Xamarin était tellement lent que ça a joué en notre faveur. Et plus souple, c'est-à-dire qu'on leur a permis, en redéveloppant l'application, d'avoir la possibilité d'ouvrir plusieurs dossiers en même temps, voire de travailler à plusieurs sur un dossier. Donc ça, ils ont trouvé ça vraiment très bien. Après, il y a des choses moins bien, et on va en parler. Donc le côté d'associer un fichier, ça a été très galère, ça, de leur faire comprendre qu'on ne pouvait pas les lire sur la tablette. Ça plantait parfois, mais ça dépend, enfin voilà. Et ça, on va voir aussi les écueils qu'on a eus par rapport à tout ça. Donc on va voir ce qui s'est moins bien passé. Le workflow d'application, ils reçoivent un dossier, donc des informations de l'intervention, plus des PDF à faire signer. Ils doivent faire signer des fichiers, donc avec une application tierce,
qui s'appelle Adobe Acrobat. On doit prendre des photos, rédiger le rapport en mélangeant toutes ces données, les photos plus les fichiers signés, et on doit renvoyer tout ça. Voilà comment ça fonctionne l'application. Donc, ça veut dire qu'à un moment, on stocke les données sur le terminal. Et là, c'est la fête. Donc, c'est possible de stocker des données en PWA. Mais, vous avez plusieurs possibilités. Le local storage. Le local storage fait 5 mégas. Donc, si vous voulez stocker beaucoup de photos et tout ça, c'est pas possible. Session storage, qui tient que du temps de la session, hein, les gens sont connectés, 5 mégas aussi. C'est pareil, c'est un peu limité. Donc, vous dites, on va chercher quelque chose d'un petit peu plus fat. Donc, il y a l'indexed DP, cache API, file system API. En gros, c'est les 3 technos que vous allez pouvoir utiliser pour stocker vraiment beaucoup de données dans le navigateur. Et là, ça dépend du navigateur. Firefox, vous pouvez prendre 10% du disque où le profil est utilisé, vous êtes limité à 10 gigas de données, ce qui est quand même pas mal. Chrome et Edge, c'est différent. C'est 60% du disque pour toutes les origines. C'est-à-dire que votre application va servir une origine, c'est votre URL, quoi. Mais si d'autres origines utilisent ça, bah, ça vient taper votre quota. Depuis la version 114, c'est possible de demander un storage unlimited à l'utilisateur, mais il faut le demander. Safari, c'est environ 20% du disque par origine, donc là au moins il y a un quota par origine, et 60% si l'application est installée, donc si le raccourci existe sur le bureau. Et par contre, il va demander une validation utilisateur dès que le déstockage dépasse 1 giga. Et donc là, tout ça, il faut l'avoir en tête pour se dire, OK, il faut que mon application puisse stocker de la data, mais elle ne va pas pouvoir stocker énormément de data, quoi. Donc il va falloir quand même être un peu vigilant à tout ça. Donc là, c'est là où on se dit, bon, finalement, c'est pas si facile que ça. Et en plus, ça change. C'est-à-dire qu'on ne vous le dit pas forcément, mais ça change. Donc il faut faire une veille un petit peu là-dessus, parce que... Alors en général, ça change pour du mieux, hein, mais ça change quand même. Le File System API, notre meilleur ennemi. Donc ça, le File System API, c'est une API qui est dans le navigateur qui vous permet, théoriquement, d'accéder au fichier du navigateur, enfin du fichier du device sur lequel vous êtes. D'accord ? Donc ce qui est bien, c'est que quand on regarde, on voit que sur Google, ils te disent « Bah non, ça marche sur tout, tu peux y aller mon gars ». Ouais, mais sauf que Chrome, c'est pas pareil que Chrome Android en fait. Et ça, on le découvre un peu tard des fois. Et en 2022, donc au moment où on a fait cette application-là, ça marchait sur Chrome, ça marchait pas sur Chrome Android. Donc on se dit, bon, bah, on va pas pouvoir accéder aux fichiers de la tablette. Alors, Dieu merci, aujourd'hui, ça fonctionne. Au début, sur le navigateur, c'était un peu chiant parce qu'il vous demandait de dire où est-ce que vous vouliez utiliser le stockage. Et à chaque fois que vous relanciez l'application, il vous redemandait où est-ce que tu veux stocker les trucs. Donc, il ne fallait pas que l'utilisateur se trompe de répertoire, parce que sinon, vous attendiez à retrouver des fichiers que vous ne retrouviez pas. Donc, on comptait un petit peu sur l'utilisateur pour ça. Aujourd'hui, donc, ce que faisaient les gens, c'est que dans l'indexed.db, ils stockaient le handle du système de fichiers. Comme ça, ils savaient qu'ils rouvraient, ils retrouvaient le handle. Ouais, fallait pas que le mec il fasse vider le cache, hein, parce que sinon, tu retrouvais rien. Heureusement, ça a changé, mais ça vient de changer. Quand je vous dis ça vient de changer, c'est tout récent de cette année. Aujourd'hui, on peut demander à l'utilisateur, est-ce que j'ai le droit d'y accéder tout le temps ? Donc il faut que l'utilisateur dise oui, accédez tout le temps. Et là, du coup, on peut y aller. Mais encore une fois, c'est encore un petit peu... c'est balbutiant. Donc je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible ? Et là, j'ai découvert un truc que je ne connaissais pas dans les navigateurs qui s'appelle l'OPFS. Est-ce que quelqu'un connaît l'OPFS ? Bon, ben ça va, ça me rassure, j'étais pas tout seul. Donc c'est l'Origin Private File System. En fait, les mecs des navigateurs, ils ont redéveloppé un système de fichiers dans le navigateur. C'est-à-dire que ce n'est pas sur la tablette, ce n'est pas le système de fichiers de la tablette, c'est un système de fichiers qui est dans le navigateur et qui est planqué dans le navigateur. Et on peut y aller, on peut en mettre des trucs dedans. Alors évidemment, si vous videz le cache de votre navigateur, vous videz l'OPFS. Par contre, ça vous permet quand même de stocker vraiment du fichier en mode je stocke du fichier. Alors le truc bien de l'OPFS, c'est que c'est un petit peu plus rapide que l'indexed.db quand vous avez des gros volumes à récupérer. Donc ça peut être sympa de l'utiliser quand même. Mais par contre, vous n'avez rien dans le navigateur pour le voir. Donc il faut installer un plugin tiers pour arriver à voir les fichiers qui sont stockés dans l'OPFS dans le navigateur. Donc, mais c'est bien planqué, mais c'est hyper intéressant si vous avez besoin de travailler sur du fichier. Je pense à faire du fichier audio, par exemple, où vous voulez travailler sur du fichier audio dans le navigateur. Vous pouvez vous servir de l'OPFS pour le faire.
Le persistent storage. Donc le persistent storage, c'est un truc sur le file system API, donc qui concerne même IndexedDB, etc. Vous dites au navigateur, mon stockage, je voudrais pas que tu y touches, s'il te plaît. Même s'il se passe des trucs où tu n'as pas de place, etc., s'il te plaît, tu me laisses mon stockage. Et là, on regarde et on se dit, oh, le navigateur qu'on avait choisi pour le client, ça marche. Depuis la version 10.01 à la version 26, le machin est supporté. On se dit, bah super, on dit à notre client, vous inquiétez pas, votre donnée, elle va rester. Et puis la réalité arrive. Et donc là, vous êtes à ouvrir un ticket sur les développeurs de Samsung Internet, en leur disant, je crois qu'il y a un problème. Quand je lui demande de persister le storage, il me dit non à chaque fois. Comment on fait pour l'activer? Parce que dans le can I use, c'est écrit que j'ai le droit de le faire. Et là, vous avez un mec qui vous dit, ah ouais, pas de problème, envoie-moi ton problème, tu vois, on va te le résoudre, mon gars, on est des pros. Très bien. Donc là, il se passe un mois à chaque fois. C'est-à-dire que mars, avril, il me répond désolé pour le délai. Bon, bah là, heureusement, tu vas pouvoir recevoir un fixe dans la prochaine mise à jour de Samsung Internet. Cool. Donc on dit à votre client, vous inquiétez pas, ça arrive. Mais arrive, et je lui dis mais non en fait. Et là il me répond désolé, ça marche pas. Et les gars savent pas trop comment faire. Ok. Donc là, bah voilà. Vous avez un truc dans le Kind News où on vous dit allez-y, tu peux y aller, c'est bon. Une fois en confiance, tu dis à ton client, vous inquiétez pas, on va le faire. Donc j'ai vérifié. Et en fait, pas du tout, parce qu'il y a une mise à jour de navigateur qui vient tout péter. Donc là, c'est pas cool. Alors ça peut arriver aussi, je pense, sur Android, mais je pense qu'ils résolvent le problème un peu plus rapidement sur Android. Donc voilà, heureusement maintenant, sur la version 27, ça fonctionne, alors que je vous rappelle que le Kind Use du 26 disait ça fonctionne, pas du tout. Mais sur la 27, ça fonctionne. Donc voilà, le genre de petite surprise qui peut vous arriver quand vous faites une PWA et qui est vraiment pas agréable. Heureusement, on a réussi à s'en sortir parce que sur Internet, enfin sur Chrome, ça fonctionnait le persistent storage. Donc on a dit à notre client, bah, écoutez, n'utilisez pas un Samsung Internet, utilisez Chrome. On a recréé toutes les PWA avec Chrome et il n'a plus eu de problème. Enfin, il n'a plus eu de problème. Si, il en a eu encore. Notamment grâce à l'auto-optimisation d'Android. Parce que Android, souvent sur les devices, et notamment certains devices un peu anciens, on essaye de faire en sorte qu'il y ait de la place et de la mémoire tout le temps. Et donc ce que font les trucs, c'est soit l'OS te met un gros coup de pied dans ton persistent storage, et donc tu n'as plus rien, donc la base de données, pouit. Donc si tu comptes que sur ta base de données, bah pouit, tu n'as plus tes données. Donc il faut quand même imaginer que les mecs, ils se sont fadés genre 1h30 de route pour aller à un endroit perdu, pour faire des photos, qui stockent dans l'application, ils reviennent chez eux, et là, crash d'IndexedDB, ils t'appellent comment je fais. Je sais pas, retourne-y. Donc on a mis en place, le temps quand on découvre ça, on leur a dit bah, vous prenez les photos, vous faites votre dossier après, comme ça au moins vous aurez les photos. Ce qui n'est pas forcément ce que le client attend d'entendre. Mais bon, on n'avait pas d'autre solution. Et puis, une fois qu'on a mis le doigt sur le fait que l'OS supprime, et donc on leur a demandé de faire de la place, parce qu'en fait l'OS supprimait dès qu'il était contraint en termes de RAM ou en termes de place, d'espace disque, il allait foutre un coup de pied dans le persistent storage. Donc on leur a dit, bah, faites de la place, gardez un peu de RAM et gardez un peu de disque quand même. Donc on n'avait plus le problème, sauf sur certaines tablettes. Et on a mis énormément de temps à voir qu'il y avait des outils d'optimisation tiers qui avaient été installés dessus et qui optimisaient les navigateurs. Et donc l'optimisation des navigateurs, ça passe pour un grand coup de pied dans ton persistent storage. Donc on a désinstallé ces outils-là et c'est mieux passé. Après, on a Dexy, où on a essayé de supprimer des champs avec Dexy. Faites pas ça, laissez les champs, c'est pas grave. Et à l'époque, donc, parce qu'on n'avait pas accès au file system API, on ne pouvait pas faire de backup persistant. C'est-à-dire que les montées de version de Dexy, fallait faire une communication au client en disant attention, on lance une nouvelle version. Mais avant de faire la mise à jour, assurez-vous que tous vos dossiers ont été transférés vers le serveur. Parce que sinon, en fait, si on plante un truc et qu'on perd les datas, vous ne pourrez pas le refaire. Donc tout ça, ça passe aussi par une communication qui fait ceinture bretelle sur toutes les données qui sont stockées dedans. Autre point d'achoppement, parce que comme on leur avait dit de ne plus utiliser Samsung Internet, bah forcément, ils ont utilisé Chrome. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a ce champ input qui lui dit « mais je veux pouvoir joindre un fichier de type JPEG, PNG ou JPG ».
Donc, ce que fait Chrome, c'est qu'il ouvre le système de fichiers. Sauf que nos clients qui étaient sur Samsung Internet avaient l'habitude de ça, qui n'est pas du tout pareil, et qui permet d'ouvrir la galerie de Samsung, qui est bien mieux que la galerie de Google. Donc là, ce qu'on voit là, en fait, c'est l'icône fichier là. Et si je veux afficher la galerie de Samsung, il faut faire 3 manipulations sur cet écran-ci. Et du coup, ça leur faisait perdre beaucoup de temps. Donc ça aussi, quand vous joignez des fichiers, on s'est fait avoir aussi là-dessus. Heureusement, maintenant, ils peuvent repasser par Samsung Internet, donc ils ont pu le problème. Mais ça a été pendant quelques mois une source de crispation, on va dire, entre nous. On a eu une mise à jour aussi d'Android qui a changé la place de l'icône du presse-papier. Il faut savoir que ces gens-là, souvent, disent tout le temps la même chose. Donc pour aller plus vite en saisie, ils ont directement saisi quelque chose dans le presse-papier, ils vont dans le presse-papier qui est énorme, hein, le presse-papier de Google, ils m'ont montré des trucs, je ne savais même pas que c'était possible. Ils ont tout leur texte, et en fait, ils vont choisir le texte qu'ils vont injecter dans le truc, quoi. Donc c'est génial, mais par contre, voilà, le jour où Google a mis à jour son clavier, ils nous ont imputé le truc, quoi. Ils nous ont dit, mais vous avez changé la place du presse-papier. Non, pas du tout. Pas du tout, monsieur, on n'a pas fait ça. Et en fait, non, c'est juste Google qui avait mis son clavier à jour. Donc on a été obligé de faire des trucs pour apaiser un peu les gens, qui n'ont pas été faciles à faire. Le premier, c'est l'éditeur d'images embarqué, parce qu'on avait dit, vous modifiez les images dans la galerie. Sauf que oui, mais on ne peut pas envoyer un fichier vers la galerie, lui demander d'être modifié et le récupérer. C'est pas possible ça quand on fait une PWA. Donc on a été obligé de développer un éditeur d'images à l'intérieur de l'application. Oui, c'était facile. Surtout qu'il voulait faire des annotations. Donc il voulait pouvoir recadrer, pivoter, faire des annotations à la main pour entourer des choses, par exemple, qu'il fallait bien voir sur l'image, etc. C'était marrant ça. Pas du tout. C'est faux. Mais bon, au final, ça marche, ils en sont contents, et du coup, on a un composant qu'on peut aussi réutiliser sur d'autres applications. Mais ce composant-là était un petit peu galère à faire. Ensuite, pour la notion des backups, on s'est rendu compte que de compter sur la tablette, c'était pas possible, parce qu'il y avait trop de variabilité sur ce qu'allait dégommer notre persistent storage. Donc on a mis en place des backups automatiques. C'est-à-dire que dès que l'application détecte qu'il a un lien qui est à peu près correct, il sérialise toutes les données de l'intervention et il les pousse sur le serveur en mode je te push tout le JSON et puis voilà, au moins je t'ai sauvegardé les photos, je t'ai sauvegardé les textes, je t'ai sauvegardé en fait tout ça. Ce qui fait que quand ils perdaient leur base de données, parce que voilà, c'était un peu agressif sur le persistent storage, ils retombaient les interventions et quand ils retournaient l'intervention, on voyait qu'il y avait un backup et on lui disait « Hé, t'as un backup là-dessus, est-ce que tu veux qu'on le fasse tomber ?» Comme ça évite de tout retaper. Donc ça, ils étaient contents quand on l'a mis en place, parce que vraiment, ça solutionnait des choses. Et des choses qu'on ne s'attendait pas. Notamment, on nous a accusés d'avoir perdu des interventions. On a dit non, mais c'est le système, il a perdu l'intervention. Et donc, grâce au backup, on a pu montrer que non, ils ont des farceurs aussi chez eux, et donc avaient volontairement supprimé en fait l'intervention qu'il avait réalisée. Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà. Donc on a pu retrouver le backup, remonter l'intervention, et puis tout le monde était content. Ça nous a aussi permis de retrouver des interventions suite à une tablette cassée. La personne avait commencé à faire des interventions, la tablette était tombée, il avait roulé dessus, je crois. Donc autrement dit, voilà. Mais comme le backup avait eu lieu, quand il a eu une nouvelle tablette, ça lui a refait tomber ses interventions, il a retrouvé tout ce qu'il avait tapé comme ça. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de moins consommateur en données. Par contre, je trouve que c'est une excellente stratégie pour s'éviter du stress, ce style de backup ASAP, quoi. Enfin, ZooAssist, c'est un moyen en fait, de prendre le contrôle sur la tablette. Mine de rien, ça aussi, ça nous a sauvé pas mal de trucs, surtout sur les codes 70, c'est-à-dire ceux qui ont lieu entre la chaise et le clavier. Ça permettait quand même de bien expliquer. Ben non, en fait, regarde, tu as le bouton qui est là, pourquoi tu n'as pas appuyé dessus ? Ah oui, voilà, ça marche mieux. Voilà. Donc ça a aussi permis d'accompagner l'utilisateur, parce que forcément, ils n'ont eu aucune formation sur l'application. Alors, elle était une application qui était le plus intuitive possible, mais quand même, ils avaient zéro formation, donc des fois, il y avait quand même besoin de discuter avec eux, de leur montrer, de les accompagner. Ça aussi, pensez-y. Donc si vous voulez tenter l'expérience, pour bien commencez par utiliser Chrome. Vous allez vous éviter des soucis, ça va être trop bien. Ensuite, vous qualifiez un navigateur, malheureusement, pour le moment, pour votre application, et vous allez vérifier que tout passe bien. Vous testez chaque fonctionnalité avant de dire que c'est possible.
Faites pas comme moi. Et le Canayous vous ment parfois. Encore une fois, c'est pas parce que vous le voyez dans le Canayous que ça va marcher sur le navigateur sur cette tablette-là, quoi. Donc vraiment, faut tester. Toujours avoir un plan B si une fonctionnalité n'est plus disponible. Je pense notamment à tout ce qui était backup. Ça nous a vraiment sauvés parce que si l'index7db ne fonctionne pas, on a les backups en secours. Donc toujours avoir le plan B. La résilience, c'est vraiment ce qui va faire que votre PWA fonctionne, quoi. Se souvenir que le stockage, c'est votre pire ennemi. Votre client, il peut être maladroit parce que c'est pas son métier. Il va peut-être choisir le mauvais endroit de stockage, donc vous n'allez pas retrouver vos fichiers. Il faut être cool sur les messages que vous allez lui renvoyer parce que sinon, lui, il va pas être cool. Donc nous, ce qu'on a fait déjà, on a maintenant une page qui va tester tous les contraintes techniques qu'on va vouloir mettre en place. C'est-à-dire qu'on va tester tout ce qui va être les détections de code barre, le stockage, le file system, la batterie, enfin voilà, tout ce que vous allez avoir besoin dans votre application, faites une page de test et vous allez pouvoir vérifier si ça marche bien. Le jour où votre client veut une nouvelle tablette ou veut changer de modèle, vous lui donnez la page et il teste tout. Et si tout est au vert, il peut utiliser la tablette. Si tout n'est pas au vert, ça veut dire que vous savez déjà quel problème vous allez avoir. Donc là, la page de composants de test, c'est vraiment une bonne pratique. Enfin, ça va tellement plus vite. Et puis derrière, si vous avez plusieurs développeurs, les développeurs savent comment ça doit être mis en place. Et ça, c'est bien aussi. Pensez backup. Alors, maintenant que sur les navigateurs, vous avez accès au file system API et donc au stockage en dur, faites des backups de Dexy. Dans l'OPFS, vous pouvez en faire. Dans le back-end, vous pouvez en faire. C'est-à-dire que vous faites un fichier, vous l'envoyez au back-end. Comme ça, si jamais vous avez besoin de remonter la base, vous récupérez le fichier, vous remontez votre base. C'est pas mal. Et vous pouvez maintenant même le mettre sur un fichier sur disque, sur la tablette. Comme ça, même si tout est écrasé, vous avez le backup. Et vous pouvez faire les trois à la fois. Quelques ressources utiles. Vous avez le Chrome Web Tool, votre meilleur ami, surtout la partie, la partie PWA, qui est bien fait avec le manifeste, les service workers, le storage, tout ça. C'est disponible dedans. Le fait que, par exemple, vous pouvez... je ne sais pas si vous avez vu des fois, quand vous avez un lien LinkedIn, il vous propose d'ouvrir l'application LinkedIn. Ou LinkedIn ou autre, hein, Insta, tout ça. Vous pouvez le faire avec votre PWA, justement avec ce protocole handler. C'est-à-dire que vous faites... Alors, ça doit toujours être web plus quelque chose, hein, mais si c'est web plus ma PWA, tous les liens qui commenceront par web plus ma PWA seront ouverts à travers votre PWA. Et donc, comme ça, vous pourrez vraiment avoir le look and feel d'une application standard. Ça, vous pouvez le tester avec les Chrome Tools, par exemple. Pareil, sur plein de trucs, les web Chrome Tools sont trop bien. Le MDM dans les PWA, donc ça c'est le truc de Microsoft, ça permet de bien comprendre les principes. Franchement, c'est très bien expliqué, c'est du code vanille. Donc pour les puristes qui voudraient pas utiliser vite et qui se disent non, moi je vais être à fond, j'ai pas envie d'utiliser un framework, les frameworks c'est mal, allez-y, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Et il y a des exemples aussi qui sont... Alors c'est complet au niveau de ce que ça décrit. Dans les exemples, des fois, ça manque un petit peu de trucs, d'explications, quoi. What can PWA do today? Pareil, il y a plein de choses à découvrir là-dedans, j'en ai déjà parlé. Vue-use, si vous êtes en environnement Vue.js, qui va vous dire votre mémoire. Par exemple, les save screens, trop pratique ça, de savoir où est-ce qu'on peut afficher sans que ça soit bouffé par l'appareil photo ou quoi. Vous avez le use permission, qui vous permet de savoir si les permissions elles ont été données ou pas pour certaines choses, notamment pour notre ami le persistent storage, par exemple. Ça peut être intéressant de l'avoir directement là, mais si vous avez besoin d'autres choses, par exemple la synchronisation background, l'accéléromètre ou quoi. Et puis là, le use share, quand vous voulez partager sur un réseau social, vous avez directement un petit bouton, un petit composant qui permet de le faire en 2 clics. Alors je sais qu'en vanille, c'est pas non plus la folie à faire, ça se fait bien aussi. Microsoft, je vais terminer en parlant de Microsoft. Incroyable. Microsoft a fait un truc qui est, je trouve, vraiment pas mal, qui vous permet de transformer votre PWA pour la déposer sur des stores. Parce que, encore une fois, peut-être qu'à un moment, vous avez envie de la déposer sur des stores. Donc vous mettez votre URL de PWA, vous faites Start, et le machin vous dit « Super, tu veux le distribuer sur quoi? Windows, Android, iOS, Meta ?» Et on a directement le package qui va bien pour déposer sur le store.
Donc on n'y perd pas grand-chose en fait à faire une PWA, parce qu'on peut quand même finir sur les stores, mais on a quand même tout l'avantage de développer avec des technos qui sont, on va le dire, enfin sauf si vous faites du Kotlin en Android, où là ça va encore, mais si vous êtes sur du Java par exemple, en Android, ça peut être un petit peu rugueux et un petit peu difficile. Voilà. Merci. On a un micro sans fil, donc si vous avez des questions, on va les entendre sur la vidéo. Si vous avez des questions. Moi, j'ai une question. Ah, pardon. Là, après, je passe le micro. Le file system API, il marche sur Firefox ? Je crois que oui, et il marche plutôt pas trop mal. Ok. Je crois qu'il marche plutôt pas trop mal, mais le problème, c'est qu'il il te demande si tu veux accorder, en gros, si tu accordes le fait que le navigateur accède à ce répertoire-là. Et moi, quand je l'avais testé, il me reposait la question à chaque fois, mais j'avais pas le truc de sauvegarder le handler, tu vois, dans l'index7db. Et je pense qu'avec la sauvegarde du handler, ça doit marcher un peu nickel. Ok. Merci pour la conf. Du coup, tu parlais que ça arrive que le client il vide le cache. Ouais. Dans une PWA, il y a des clients qui vont s'embêter à aller chercher les DevTools pour vider le cache. Non, mais par contre, ils vont le faire avec les outils du navigateur. Tu sais, quand tu es dans ton navigateur, tu as directement dans les options du navigateur la possibilité de vider le cache. Le truc, c'est que s'ils le font sur Chrome et que ta PWA, tu l'as créé sur Chrome, ta PWA tourne dans Chrome, donc ça va vider les caches de tous tes Chrome, même de tes PWA Chrome. Ah, d'accord. Donc c'est chiant. Ouais. Ah, d'accord. Okay. Carrément. Mais voilà. Après, quand tu le sais, ça va. Mais du coup, quand tu le sais pas, tu es un peu surpris, quoi. Parce que lui, il va vider son cache de Chrome, parce que des fois, ils vont sur des sites qui sont coquins, et ils veulent pas que les gens le sachent. Parce que voilà, ils sont tout seuls dans une voiture toute la journée, peut-être, je sais pas. Et bref, on va passer sur cette anecdote. Et donc, du coup, parce que, en fait, je dis ça, mais on a retrouvé énormément de comment ça s'appelle merde, les trucs que tu installes là, tu sais, pas les notifications, mais le système de notification, de mise à jour, de notification en arrière-plan. On en a retrouvé sur des tablettes calées sur des sites qui n'étaient pas, voilà, ou qui étaient clairement 18+. On en a retrouvé plein. Et du coup, je pense que des fois, ils veulent vider le cache, tu vois, histoire que ça se voit pas trop. Mais sauf que comme ta PWA et partage ça avec un et ben eux ils vident tout, quoi. Et donc après ils disent oh c'est bizarre, ta machine elle marche pas. Oui, c'est vrai. Merci pour la présentation. J'avais 2 questions. Une première concernant les différences entre Android et iOS. Je ne sais pas si dans votre cas vous avez eu ce problème-là, mais iOS était un peu en retard sur notamment les notifications, les push notifications, les choses comme ça. Je ne sais pas si depuis ils se sont rattrapés. Je crois qu'il n'y a plus de problème. Plus de problème ? Ouais, non. Alors là, pour ce projet-là, on n'a pas utilisé les push notifications. On l'a utilisé sur d'autres projets qui n'étaient pas des PWA. Non, les notifications web, les push notifications, c'est autre chose. Mais je crois qu'il n'y a pas de... Enfin, ils sont rentrés dans les clous. Hein. Et tout dépend, en fait, du navigateur qu'on va utiliser et des autorisations qu'on donne. Donc, sur Chrome, je crois qu'il n'y a pas de souci. Mais Chrome, il joue un double jeu un peu, hein, quand même. C'est-à-dire que c'est compliqué de pousser des PWA quand on a un store qui nous rapporte. Voilà. C'est pareil sur iOS, c'est pareil. Samsung joue vachement plus le jeu, et Edge aussi, parce qu'ils ont des stores qui sont beaucoup moins rentables. Donc forcément, ils ont plus intérêt à ce que les gens n'utilisent pas les stores qui sont rentables. Donc c'est là où des fois c'est un peu surprenant ce qui se passe, parce que ils sont jugés partis un petit peu chez Android et chez Apple. Par contre, après ça marche quand même pas mal, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... on n'a pas parlé du WebAssembly, mais il y a beaucoup de choses, par exemple, qui tournent dans des PWA, notamment du WebAssembly, et ils se rendent compte de plus en plus qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Et ils sont un petit peu obligés d'accepter. C'est d'ailleurs pour ça que sur les dernières versions de Samsung et de Google, ils vont faire une validation des applications PWA. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que, bon...
Et je me permets du coup pour la deuxième question. Tout à l'heure, tu nous as montré un tableau de toutes les fonctionnalités un peu qu'on pouvait utiliser en PWA. Tu disais que certains navigateurs n'étaient pas forcément compatibles. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a une sorte de... Alors, je dirais pas le libre, mais quelque chose un peu comme des polyfills qui viendraient compenser en fait ce... Non. Non, bah non, parce que en fait, sur beaucoup de choses. Alors, on va le trouver, par exemple, ça dépend. Pour l'installation, par exemple, où là, on a besoin du device qui dit OK, je t'installe l'icône, on peut pas trouver. Le offline, c'est pareil. Par contre, sur la détection faciale ou la détection de code barre, on va pouvoir le faire, mais ça va être. Franchement, c'est tellement poussif la détection de code barre. Je l'avais fait avec du WebAssembly, parce qu'à l'époque où c'était pas disponible dans le navigateur directement. J'avais recompilé la lib, c'est ZXing, qui fait de la détection de code barre, quoi. Je l'avais recompilé en WebAssembly, je l'avais envoyé dans le navigateur pour pouvoir faire les appels, etc. Et je l'utilisais pour décoder les codes barres, en lui balançant des images. Le mec est motivé, quoi. Et faites pas ça chez vous. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est extrêmement poussif, et du coup, l'expérience utilisateur est pas terrible. Donc j'ai envie de dire, soit c'est supporté en natif par le navigateur, et dans ce cas-là, on peut y aller. Soit ça ne l'est pas, et dans ce cas-là, c'est gros warning, quoi. Souvent, ce qui transparaît quand même, c'est que c'est vraiment de l'interconnexion avec l'OS et avec le device, quoi. Je pense tout ce qui est géolocalisation, orientation, accéléromètre, etc. On ne va pas pouvoir s'en passer, en fait. Si le device ne nous dit pas, bah, là je suis à l'envers, c'est difficile de mettre un polyfill dessus pour le trouver, quoi. Ok, merci. Ah. Monsieur Clément Alexandre, nous vous écoutons. Merci Mathieu pour la présentation. Moi, c'est une anecdote. J'ai développé une superbe prototype de PWA en février 2024. Et donc, pour la blague, le jour où j'ai mes notifications qui marchent direct back-end, il y a une notification, donc je ne sais plus sur quel site de news développeur, comme quoi, lors de la conférence Apple, ils venaient d'annoncer le retrait des fonctionnalités push et installables des PWA en représailles du Digital Markets Act de l'Union européenne. Voilà. Exactement. Et du coup, ils sont revenus dessus après. Bah ouais. Non, mais c'est pour ça. On tourne à travers un navigateur. Donc, alors, ce qui est rassurant, entre guillemets, c'est que même si demain, l'application n'est pas disponible à travers son carcan PWA, elle fonctionnera quand même un petit peu à travers le navigateur. Évidemment, s'ils vont loin et qu'ils commencent à retirer tout ce qui est offline, etc., bon, là, ça va plus être drôle. Mais si tu veux, il y a quand même beaucoup de navigateurs. Il n'y a pas que iOS. Et... oui, sauf que là, du coup, sur iOS, si tu peux pas installer l'application du tout sur iOS. iOS. Même sous Chrome, ils voulaient pas, quoi. Non, parce que Chrome peut pas installer de PWA sur iOS. Tu es obligé de passer par Safari pour installer la PWA. Ouais. Enfin, il me semble. Après, moi, je connais pas du tout iOS, parce que mes clients sont pas riches, donc... Mais tout ça pour dire que la vie de développeur PWA peut être pleine de rebondissements, quoi. Non, mais ça m'étonne pas. Alors, c'est vrai que pendant un moment, on s'est posé la question, est-ce que vraiment on y va en PWA ? Ou est-ce que on met un PhoneGap, un truc comme ça, tu vois, un truc qui t'encapsule ça, et du coup on l'installe et on n'est plus embêté. Mais on s'est dit, quand même, challenge, il faut le respecter le challenge, quoi. Alors après, on sait que si vraiment ça fait ce que tu dis et que ça revient trop en arrière, on reprend notre code base, on la remet dans ce carcan-là, et puis on repart sur une application standard. Ça serait un échec, mais au moins on aura essayé de pousser les PWA. Mais on a toujours une solution de repli, c'est ça qui est bien. Ouais. T'as essayé, non, de replier vers... Non. En fait, c'était un prototype et ça marchait, on était contents. J'ai pris peur, donc pour l'instant, c'est dans une petite boîte. Mais... Je peux comprendre. Non, mais c'est ça. C'est vraiment, quand je disais, il faut avoir un plan B. Quand on utilise une fonctionnalité, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir le plan B parce que, en effet, si ils décident de revenir en arrière, mais après, Android pourrait le faire en disant, en Union européenne, vous n'aurez pas le droit de faire ça. Ils pourraient faire ça aussi, Android ou Apple. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser Firefox, voilà, ou Brave. Parce que Brave, j'ai pas essayé, mais je pense que Brave, les PWA doivent fonctionner aussi dedans. Je suis pas sûr que sur iOS, ça s'installe, même problème. Ouais, justement, c'est pas trop... Oui, et ça marche bien sur Chrome, hein, les PWA. Donc, ouais. Parce que sur Firefox, des fois, il y a des messages un peu bizarres qui s'affichent. Mais
Ouais, c'est un peu bizarre. Mais c'est très... Firefox, déjà, ça dépend qui l'utilise. Mais si c'est toi qui l'utilise, qui a de bonnes connaissances en Firefox, les messages, tu vas savoir y répondre. Non ? Moi, d'expérience, il y a plein de trucs qu'on ne fait pas avec les WA, avec Firefox. Ouais. Notamment le file system, je suis étonné. Moi, ça a marché, le file system. Alors, attends, je vais mettre un bémol, parce que ça se trouve, je l'ai testé sur PC. Et pas sur le Firefox. Sur PC, je sais que ça fonctionne. La version... J'ai testé avec le site Ouais. que tu as fourni et j'ai installé avec Firefox et ça fonctionne. Voilà, donc... Ouais, mais c'est pour ça. Mais encore une fois, c'est hyper récent le file system. C'est arrivé, tu vois, l'exemple où je disais, mais putain, déjà ça persiste pas, etc. C'était en 2022. Là, je sais qu'en 2023, ça marchait pas non plus, parce qu'on s'était dit, putain, vas-y, on va essayer quand même. Faut qu'on ait des backups. Et on a fait l'auto-backup parce que justement, on n'arrivait pas à activer le file system. Et on aurait réussi à activer le file system, on ne se serait pas embêté à renvoyer des backups au back-end. Mais là, donc pour ce talk-là, je me suis dit quand même que je sois un petit peu à jour avec ce que je vais raconter aux gens. Et donc j'ai refait le tour du propriétaire, et j'ai vu que ça marchait, et j'ai eu ma petite larme en me disant, putain, à 2 ans près, en fait, notre truc, il passait nickel, quoi. Voilà. Donc après, on n'est pas à l'abri que... comme ils disent sur Canailleuse, ça marche parce qu'à un moment ça marche, et puis vous avez une version de browser qui arrive, vous la voyez pas venir, et puis boum, patatras, c'est plus supporté, et là vous écrivez à Samuel pour lui dire Samuel, ça marche plus, s'il te plaît, qui va vous dire ouais, dans 3 versions ça va remarcher. Donc, mais bon, là sur le file system, on est quand même sur des choses qui sont, c'est voilà. Si le persistent storage marchait bien et que les gens vidaient pas le cache manuellement comme des cochons, ça se passerait bien. Ouais. Ah oui. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as des applis que les gens installent et pour de bonnes raisons en plus. Et le truc, c'est qu'on dit persistent storage, donc tu te dis, ouais, ça va tenir et tout. Et en fait, c'est pas tellement persistent, c'est storage, mais c'est sometimes persistent. Et ouais, mais sauf que, voilà, quand on y va avec la fleur au fusil en disant, oh, c'est bon, et puis qu'en fait, ça se fait dégommer dans tous les sens, on a une petite goutte là. Il y a une autre question. Non, c'est bon, Vas-y. Ouais, mais sur la vidéo, on va pas entendre. Ouais. Moi, je pense aux gens qui regardent la vidéo en se disant qu'est-ce qu'il raconte, Merci beaucoup. Ouais. Donc, au cours de ta conférence, tu prends, si j'ai bien compris, une application que tu as développée avec ton entreprise comme exemple. Et j'ai compris c'est que ça se passe plutôt sur des tablettes Samsung. Tu as parlé d'intervention, on a vu des photos de bâtiments. Sans trop en dire, je ne sais pas combien tu peux en dire, mais est-ce que tu peux nous évoquer le métier que fait cette application ? Est-ce qu'elle est en prod ? Combien il y a d'utilisateurs ? Ouais. Quelles sont les images, etc. Donc, elle est en prod. Elle est en prod sur à peu près une 30aine de personnes réparties dans toute la France. Donc, sur des personnes qui font des interventions, donc des gens qui connaissent rien à l'informatique. Leur but, c'est de repérer, en fait, s'il y a des défauts dans des bâtiments. Pour rester vague. Si tu veux, le truc, c'est qu'elle est en prod. Le client a tenu à ce que l'hébergement soit dans ses locaux. C'est-à-dire que quand il prend un coup de pelleteuse, il a 12 personnes qui peuvent plus travailler. Mais bon, ça, encore une fois, c'est une demande client. Donc ouais, c'est en prod. Ça s'est super bien passé sur les mises à jour d'applications parce qu'on a forcément dû mettre plein de trucs en place, genre les backups automatiques, etc. Donc vraiment sur la mise à jour automatique, c'était très bien. Et ce qu'elle fait, donc au niveau des images, il faut savoir qu'un dossier un peu dense, c'est à peu près entre 30 et 50 images. D'accord ? Donc, et les images, comme je te dis, on les a compressées. Et des dossiers, ils en ont le maximum avant que l'application rende l'âme, parce que forcément, leurs tablettes, elles sont ras la gueule, elles sont vieilles, avec des systèmes, voilà. Je crois que c'était 100 dossiers. Donc voilà, et le dossier, donc tu comptes la photo, on a essayé de la tenir entre 60 et 100 kilos.
octets par photo. Donc comme on est en base 64, bah, tu augmentes forcément un petit peu la taille de la photo, mais on doit être autour de 65 kg la photo en moyenne. Et donc, bah, voilà, donc c'est des dossiers. Et alors, le truc dont on n'a pas parlé, c'est les pièces jointes qui sont signées, qui sont des PDF. Et ça, les PDF, c'est lourd. C'est lourd, et des fois, il y a je pense qu'il y a jusqu'à 20 mégas de PDF par intervention. Donc sur 100 interventions, ça commence à faire du poids. Et tout ça, ça tenait quand même dans l'index DB1. Quand je disais, on avait un peu peur au niveau du stockage, mais comme c'est un pourcentage du stockage total, il va y aller quand même, quoi. Ok, alors j'ai une question qui arrive juste après, du coup. Est-ce que les utilisateurs en question, donc ils prennent des photos, ils éditent un PDF, c'est envoyé sur le serveur, donc sur le back-end, si j'ai bien suivi. Ouais. Mais la vocation première de l'application, c'est d'uploader comme ça ce qui a été pris en photo, ce qui a été rédigé. Ouais, le rapport d'intervention, en fait. Ouais. Et est-ce qu'il y a une vocation d'aller chercher, d'aller retrouver sur le back-end des photos, des documents, etc. Ou est-ce que c'est secondaire ? Alors, il n'y a pas ça. Par contre, il y a une fonctionnalité dans l'application qui permet de rechercher des dossiers similaires. Par exemple, des fois, ils interviennent dans une rue, d'accord, chez quelqu'un. Et en fait, ils sont intervenus chez son voisin juste avant. Et du coup, l'application va être capable, sur simple demande de l'utilisateur, de trouver les dossiers qui sont dans la région ou qui sont similaires, pour lui dire, bah, tiens, c'est peut-être ce même problème-là que tu as en fait. Donc il y a cette notion de recherche, mais on va dire elle est beaucoup plus côté back-end. Et en fait, eux, ce qu'on leur demande, c'est de prendre les photos, constater, renvoyer le dossier. Le dossier, après, il est reçu par des gens qui sont dans des bureaux, qui remettent en forme, qui essaient de corriger les fautes, des trucs comme ça, qui font un peu de remise en forme. Et ça fait un PDF qui est derrière renvoyé aux assurances directement. Donc il y a tout ça. Et il y a tout ce qui est génération de documents, parce qu'il y a plein de documents à signer. Et donc on a retravaillé là-dessus, parce que c'était des documents Word, mais là on est en application cloud native, donc le Word, c'est pas très bien. Donc on a dû faire un module de conversion qu'on a compilé nous-mêmes. Donc ça, c'est un truc de malade, parce que c'est un module C# qui tourne sous Linux. Voilà, pour faire les conversions.